J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum. Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République. Sud Radio. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. On parle des suicides dans la police ce matin dans le grand référendum sur Sud Radio, apprendre et comprendre, et on vous pose cette question: est-ce qu'il faut interdire aux policiers de rentrer chez eux avec leur arme de service? Nos invités ce matin, Patricia Cordier, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Patricia Cordier, votre fils était policier à Rouen, il s'est suicidé en 2008 et vous portez aujourd'hui une pétition pour demander à Bernard Cazeneuve qu'on prenne des mesures très concrètes contre le suicide dans la police. On va vous donner la parole dans un instant. Je continue à vous présenter nos invités ce matin. Marc Lamola, ancien policier à la BAC de Marseille, bonjour. Bonjour. Et Didier Martinez, secrétaire général Midi-Pyrénées d'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour Didier Martinez. Bonjour Dimitri. Alors juste pour commencer très concrètement, quand on pose cette question, Didier Martinez, faut-il interdire aux policiers de rentrer chez eux avec leur arme de service? D'emblée, on peut dire que si dans le Val d'Oise par exemple on l'a fait, ça va être difficile techniquement de mettre la mesure en place. Mais c'est très difficile techniquement dans beaucoup de petits centres ou de petits commissariats de quartier, voire d'arrondissement. Certains ne disposent même pas d'armurerie. Il faut savoir qu'un policier est responsable de son arme, c'est-à-dire qu'il l'a avec lui pendant qu'il travaille. On peut être amené à intervenir hors service et le policier en est un responsable, mais généralement il a l'arme avec lui, il en est responsable et elle l'accompagne dans tous ses déplacements. Donc on peut la laisser au service si c'est sécurisé, s'il y a une armurerie, mais hors de question de laisser une arme dans un simple vestiaire. Dans cet état de fait et dans beaucoup de services, ce serait impossible à appliquer. Et il faut savoir également que le fait de devoir intervenir en tout lieu, toutes circonstances, on est policier 24 heures sur 24, même beaucoup de nos collègues, évidemment, avec leur arme de service, sont beaucoup mieux à même d'intervenir où qu'ils se trouvent. Alors la prévention du suicide chez les policiers, c'est un sujet, j'ai envie de dire presque aussi vieux que la police, mais disons que ça fait au moins 20 ans que régulièrement ça ressort. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on en parle, Didier, il y a un contexte favorable à l'émergence de ce dossier dans le débat public? C'est une excellente question. Disons que les suicides, on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus et le chiffre est extrêmement conséquent. 50 suicides de policiers sur 100 000 à l'effectif, on voit que c'est considérable. Et si on fait le ratio par rapport à France Télécom et tout ce dont on avait parlé à l'époque dans ces circonstances-là tout à fait dramatiques, on s'aperçoit que tous les ans, 50 policiers, c'est énorme. Et pourquoi on en parle particulièrement cette année, outre ces chiffres très alarmants? Eh bien, il faut savoir tout simplement que le ministère de l'Intérieur a été impliqué pour la première fois cette année. Un suicide de policier a été reconnu imputable au service. Et là, c'est une nouvelle configuration qui démontre que l'administration, et même par le fait de stress, par le fait de la pression, par le fait des mauvaises conditions de travail et de ces positionnements de policiers qui finalement vivent très très mal ces difficiles conditions, certains passent à l'acte et c'est directement lié à l'exercice de leur métier. Donc ces policiers qui mettent fin à leur jour, ça peut être pour des raisons personnelles, mais désormais, il y a une base juridique qui permet d'argumenter quand c'est vraiment l'exercice du métier qui conduit le policier à prendre cette décision irréversible pour lui. Voilà, bien entendu, parce que trop souvent c'était le cas et ça a été avéré cette année pour la première fois. Je crois d'ailleurs on a un deuxième dossier qui a donné donc gain de cause à la famille qui effectivement faisait valoir ces conditions de policier et ce n'est pas seulement l'aspect personnel, bien que ça impacte considérablement. Vous savez, le policier qui intervient en police secours, qui côtoie la misère humaine, les bas-fonds de la société, qui voit des cadavres, qui voit des règlements de compte, des agressions toute la journée. Quand il rentre chez lui, l'aspect familial, la pression et le stress, ça doit s'évacuer. Et parfois, certains peuvent passer à l'acte plus facilement. Et c'est ça, cette difficulté du métier qui fait qu'on a peut-être un fort taux de suicide, mais parfois, quand la pression hiérarchique s'implique aussi, là, c'est encore plus grave. Alors c'est vrai qu'il y a des études assez concrètes qui montrent, une étude de 2012 par exemple, qui montrait que plus de 40% des policiers se trouveraient en état de burn-out élevé, avec un poids de la charge de travail conséquent. On vous avait invité la semaine dernière, Didier, pour parler des affrontements sur le barrage de Sivins. On voyait le cas de ces CRS qui étaient présents sur place depuis 4 semaines. Est-ce qu'il y a un déni, j'ai envie de dire, de l'humanité des policiers, du fait qu'ils sont aussi soumis à un stress, une charge de travail? Est-ce qu'il y a aussi cette culture du silence au sein des forces de l'ordre? Alors, ça avait été le cas pendant de longues années. On s'aperçoit maintenant, justement, avec les chiffres alarmants, avec cette montée en puissance du volume de gens qui font un burn-out, c'est l'inverse. On prend en considération cet état de fait. On a une structure, vous savez, qui existe depuis bien longtemps, qui recevait les policiers en détresse. C'est au centre de l'ANAS, dans le centre de la France. C'est un gros établissement qui reçoit les policiers victimes, justement, de burn-out. Et ils sont, heureusement, peu nombreux à être suivis, mais c'est de plus en plus, si vous voulez, conséquent. On s'aperçoit que cette structure étant maintenant connue, eh bien, beaucoup de policiers candidatent pour suivre justement une période de prise en charge. Et c'est là ce sont des chiffres
chiffres qui sont révélateurs de l'état d'esprit de la police. Et justement, cette structure reçoit le plébiscite et l'appui du ministère de l'Intérieur à présent. C'est une nouveauté et ça va dans le bon sens. Alors un centre dédié à la prise en charge de ces policiers au bout du rouleau, pour les cas, disons, les plus... Là, moi, je m'étonne aujourd'hui que les deux organisations syndicales qui sont Alliance Police Nationale et SGP Unité Police, qui sont majoritaires dans le corps d'encadrement et d'application, restent plutôt silencieuses ou ne s'insurgent pas aussi pour ces conditions de travail-là. Mais je vous dis, moi, le problème, il est essentiellement politique, et c'est cette politique qui a été mise en place depuis 2002, mais qui a été malheureusement relayée par le gouvernement actuel, qui est cette politique du chiffre, cette culture du résultat, et les primes aux résultats qui sont énormes et qui sont accordées aux chefs de service, qui eux-mêmes mettent une pression terrible sur les effectifs de base. C'est vrai que Didier Martinez, bon là, vous venez d'en prendre pour votre grade, mais oui, Alliance également... je comprends d'autant moins, parce que bon, il est vrai que moi, je suis issu d'un organisme syndical qui s'appelle le SNPT, qui n'existe plus. Il était majoritaire, il n'existe plus parce qu'il a payé le prix fort de son opposition, de sa contestation à la culture du résultat mise en place justement en 2004. Donc, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, pour dire qu'aujourd'hui, Unité SGP Police est toujours contre ce principe de culture du résultat, mais aussi de prime aux objectifs. Parce qu'on oublie de dire qu'il y a la prime, effectivement, au mérite individuel, collectif, mais des primes aux objectifs sont versées annuellement à la haute hiérarchie, à la hiérarchie policière, pour justement booster et faire marner un petit peu les effectifs à faire du chiffre, du quantitatif, de l'interpellation. Et ça, on est contre absolument. Alors je crois que il faudrait peut-être regarder nos cahiers revendicatifs et le positionnement des uns et des autres. Nous sommes la seule organisation, justement, à demander que ces enveloppes budgétaires soient recentralisées pour servir la police, pour améliorer les conditions de travail. Mais par-delà la polémique sur la polémique syndicale, Didier Martinez, sur l'activité du policier au quotidien. Quand Marc Lamola dit cette culture de chiffre, c'est le cancer de la police, c'est des mots forts. Véritablement, autour de vous, vos collègues, ils vous disent, mais moi, je sais plus quel est le sens de ma mission. Je suis là pour faire respecter l'ordre, pour arrêter les méchants, entre guillemets. Et aujourd'hui, on me dit, fais du chiffre, quitte à s'en prendre à des gens qui n'ont rien à voir. On remet carrément en question la qualité du service public. Vous savez, un service public, que ce soit les pompiers, la police, on a une mission. On doit assurer la sécurité des personnes et des biens, interpeller les auteurs de crimes et délits. On n'a pas besoin pour ça d'avoir la pression du quantitatif, du contraventionnel. Pensez bien, quand vous orientez des policiers à faire du chiffre au bord de la route, comment voulez-vous renouer le lien avec la population ? Comment voulez-vous que ces policiers qui, pour faire du flagrant délit, il y a 10 ans, ils n'avaient pas besoin que leur chef de service ait des primes de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. La vocation policière, même un véhicule mal garé, on verbalisait, on arrêtait celui qui franchissait un feu rouge, on arrêtait le délinquant en flagrant délit, que le patron ait la prime ou pas. Pourquoi, depuis 2004, on dégage des sommes faramineuses et un budget colossal pour justement mettre la pression aux policiers à faire ce quantitatif? Et vous avez l'impression que quelque part, cette culture du chiffre, ces primes versées au sommet de la hiérarchie, ça introduit aussi confusion dans les rangs de la police elle-même. On monte les policiers les uns contre les autres et ça accroît la pression dans les commissariats. C'est précisément le but, c'est de susciter pour eux une émulation entre services pour produire, pour être justement rentable. Mais la police n'a pas à être rentable, elle a à être efficace. Et pour être efficace, il ne faut pas mettre la pression comme ça sur ce personnel. Et il y a des choses et des comportements. Oui, voilà. Et depuis une dizaine d'années, ça va de mal en pis. Et là, effectivement, la base de tous les maux de la police actuelle, moi je dirais, c'est 2004, effectivement. Donc depuis 10 ans, vous constatez... Alors ça va de pair aussi avec une désaffection de la population à l'égard de la police. Beaucoup de policiers qui disent aujourd'hui on se sent stigmatisé. Bien entendu, ça a creusé un fossé terrible entre la population et la police. Et ça a été habilement joué par les politiques. Imaginez que de faire justement cette pression aux chiffres, au quantitatif, à contraventionnel, le policier qui n'avait même plus... jusqu'ici, il avait un avis sur la verbalisation. Il décidait ou pas de verbaliser. À présent, avec cette obligation, ces verbalisations de tous azimuts, comment voulez-vous que les gens aient une bonne approche, un bon regard sur la police lorsqu'ils ne voient en elle que une machine à ramasser du fric, ni plus ni moins. Marc Lamola, effectivement, vous allez dans le même sens que Didier Martinez ? Absolument, et je suis heureux d'entendre parler un syndicaliste de la sorte. Vous savez, le mal-être policier, c'est de ne pas être respecté. C'est le premier des aspects. Il y a des polices, notre collègue anglais tout à l'heure, il n'est même pas armé. Aux États-Unis, ils sont seuls à intervenir en patrouille. Ici, en France, on est à 2 patrouilles quand on intervient dans certaines cités, une pour surveiller celle qui intervient. Donc, ce mal-être, ce non-respect du policier, il est très mal vécu. Quand vous voyez que vous prenez les délinquants, les mêmes, systématiquement, vous les remettez à disposition, le policier, on lui demande toujours de s'expliquer, de rendre compte, de justifier. Dès qu'il se passe un événement, il est mis en cause.
il est stigmatisé par toute l'administration, toute l'opposition, les avocats, tous les lobbies lui tombent dessus, et encore derrière la pression, la culture du chiffre, le stress et des conditions de travail terrifiantes. Donc tout ça, c'est le mal-être policier et il faut absolument y remédier. Remédier au mal-être dans la police stigmatisée, tenait à nous dire Didier Martinez. Et c'est vrai que le respect du policier, ça n'est plus vraiment ce que c'était. Est-ce que c'est datable, ce tournant en fait en France du respect du policier? Marc Lamola, à votre tour, je vous pose la question. Comment remédier au suicide dans la police? 60 secondes pour nous répondre, c'est à vous. Mais je me flatte déjà dans un premier temps d'entendre M. Martinez reprendre la plupart de mes propos. C'est formidable d'entendre parler de syndicalistes policiers comme ça.